njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ca na mu gën a gaawee. Après, on va faire une présentation de la formation. C'est monsieur Pape Adam Mboub qui va nous faire ça. Après, on va faire un portrait et discours de la marraine. Après ça, on va faire une présentation de projet que va faire les ingénieurs en bioinformatique. C'est M. Khadim Gueye de l'IRSF et Karim qui vont nous faire ça. Après, on aura le portrait et discours du parrain. Il fera une présentation. Après, on aura aussi une autre présentation sur la surveillance génomique du SRAS COV2 au Sénégal, que va nous faire M. Adam Diallo de l'Institut Pasteur de Dakar. Après ça aussi, on aura une autre présentation de projet de biomathématiques par Madame Diarra de l'Institut Pasteur aussi. Après ça aussi, on aura un autre projet encore que va nous faire M. Daouda. Après, on va demander la parole à nos invités, peut-être les profs qui seront là. Après ça aussi, on aura un cocktail, discours des invités. Après, pour terminer, on va faire, comme on a l'habitude de le faire, notre parrainage, parrainer les nouveaux et les anciens de la formation. Après, comme c'est la famille bioinformatique, on va se rassembler et prendre une photo de groupe. Merci. Voilà, merci beaucoup, Mademoiselle Diaw. À présent, on va donner la parole à Mademoiselle Aou, Yacine Aou. Veuillez l'accueillir, s'il vous plaît. Journée d'intégration des nouveaux. Mesdames et messieurs, à vos rangs et titres, Monsieur Bamba Gueye, responsable de la section informatique, Monsieur Karim Konaté, responsable de la formation bioinformatique biomathématique, Monsieur Bam, Monsieur Diamanka et Monsieur Lam, responsables de la licence 3 du Master 1 et du Master 2, Colonel Silman Diawara, docteur en biologie et parrain de cette cérémonie, Madame Mamdaou Mbaye Mboup, docteur en biologie et marraine de cette cérémonie, chers professeurs ici présents, honorables invités et présentateurs de projets, chers étudiants du Master 2 sortants, chers étudiants de la licence bioinformatique biomathématique, promotion entrante comme sortante, pour qui nous avons tenu à organiser avec un réel plaisir cette activité. La 11e promotion de cette formation, par ma voix, vous dit bienvenue, welcome, Dalen ak Jam. Nous vous disons merci d'avoir honoré de notre présence à cette cérémonie. L'événement marque l'intégration de la nouvelle promotion de la formation qui vous honore. Il a pour but de vous accueillir dans la famille, de tisser des liens entre les membres, de vivre des moments de communion, de fraternité, de convivialité et d'enseignement. À cet effet, que nous aurons dans les minutes qui suivent l'occasion d'assister à des présentations en rapport avec ces 10 domaines. J'ose espérer que vous sortiez de cette salle avec beaucoup plus de motivation et d'abnégation, mais surtout de fierté d'être bioinformaticien et biomathématicien. Nous vous souhaitons, chers cadets, une très bonne concentration, une attentive et perspicace écoute, une excellente et magnifique cérémonie. Vive la BIBM, que la fête soit belle. Je vous remercie. Madame la marraine, docteur Mamandao Ndeye, docteur en biologie, alumni de la section informatique. Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs et techniques du service, distingués invités à vos titres, grades et qualités. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici au niveau de l'Université Anta Diop de Dakar. Je ne vais pas vous fatiguer, madame.
nous vous accueillons avec joie et fierté au niveau de l'Université André Diop de Dakar, mais aussi par rapport à toutes les personnes qui ont bien voulu accompagner les parrains et les marraines au niveau de ce jour-là. Au niveau de la section informatique, qui est au niveau du département de mathématiques informatiques, on a plusieurs formations. Et cette formation bio-informatique et mathématique qui fête aujourd'hui sa 13e promotion et en même temps aussi fait l'intégration des promotions 12 et 13, la section a été créée depuis 1992 et elle a eu à fêter ses 25 ans tout récemment. Et au niveau des sections informatiques, nous avons la formation en réseau et télécommunications. Et quand je suis arrivé, j'ai vu Madame Diawara, qui va être aussi une deuxième marraine, parce qu'elle est alumni de la section informatique. Elle a eu à faire le master en réseau et télécommunications, et qui est la femme du parrain. Donc vous voyez. Donc il n'y a pas de hasard. Donc aujourd'hui, nous avons 2 marraines et aussi un parrain. Parce que derrière tout grand homme, il y a une grande femme derrière. Et nous avons aussi la formation en système d'information réparti, où nous avons 2 parcours, le parcours système d'information réparti et le parcours business intelligence. Et nous avons ensuite après la bioinformatique. Et tout récemment, la section informatique a une entrée en L1 informatique par voie de concours qui permet aux étudiants d'entrer au niveau de la section informatique depuis la L1 pour pouvoir valider leur master. Je pense que les étudiants, si vous avez choisi M. Diawara et Mme Mbaye comme parrain et marraine, il faut réfléchir le pourquoi. Il faut aller demander qu'est-ce que ces messieurs, ces dames dégagent pour que vous puissiez adopter leur parcours. Si aujourd'hui, vos parents vous ont donné des noms, comment vous appelez? Ngoneba. Comment vous appelez? Fatou Kiné. Je pense qu'il y a derrière, il y a un symbole derrière. Pourquoi vous avez eu ces noms-là? Et je pense qu'aujourd'hui, il faut voir derrière le parcours de M. Diawara, derrière le parcours de Mme Baye. Il faudra essayer de demander aux personnes qui les ont accompagnés qu'est-ce que ces gens-là dégagent de vertu pour que vous puissiez, vous aussi, à travers cette promotion-là, acquérir ces compétences-là. Je pense que ça, c'est très important. Avant de partir, il faudrait que les personnes qui accompagnent M. Diawara, qui accompagnent Mme Dao, allez prendre quelques témoignages des parrains et des marraines. Et je pense que quand on va dire que cette promotion 12 et 13 a eu comme parrain M. Diawara et Mme Baye, il ne faudra pas décevoir. Je pense que vous êtes une classe d'âge et au cours de votre parcours, il faudra tout le temps retenir quelles sont les vertus du parrain et de la marraine, et ça c'est important. Et je pense que derrière Mme Dao, qui a eu à faire la formation que vous, qui est devenue docteur, ça montre une certaine persévérance. Ensuite aussi, je sais que Mme Diawara, à travers elle, je peux me projeter vers le mari. Parce que je sais qu'aussi, elle est tenace. Je me rappelle quand leur diplôme tardait à venir et elles avaient besoin du diplôme, elle ne nous a pas lâché. Tout le temps, elle venait. Et je pense que derrière, cette façon, le mari aussi est derrière. Et je disais aussi, quand les enfants sont arrivés, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez devenir? Et je pense que le plus petit m'a dit que je veux devenir médecin. Je lui ai dit, pourquoi vous voulez devenir médecin? Il m'a dit que je veux sauver des vies. Mais je lui ai dit, ta mère, elle fait quoi? Elle m'a dit que ma mère, elle est informaticienne. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez M. Diawara et vous prenez Mme Diawara, vous avez la formation bioinformatique. Parce que c'est biologiste et informatique. Et j'ai dit au petit, pourquoi tu veux devenir médecin? Il me dit que je veux sauver des vies. Je lui dis, mais aujourd'hui, ton papa, est-ce qu'il n'utilise pas l'outil informatique? Il me dit oui. Et je lui dis, mais cet outil informatique-là, qui l'a fait? Mais c'est ta mère. Et s'il n'y a pas cet outil informatique, ton père ne peut pas travailler. Donc, d'où la pertinence de cette formation en bioinformatique.
que les parrains, que les pères fondateurs ont eu il y a 12 ans de cela. Aujourd'hui, je pense qu'on parle beaucoup de séquençage de génome. Et aujourd'hui, si on veut séquencer le génome, on est obligé d'avoir des connaissances en informatique, en algorithmique. Et je pense qu'aujourd'hui, la course est sur la partie bioinformatique. Et je pense que Dr Pape Samba Mboup qui est là, qui est aussi un enseignant qui nous aide beaucoup dans la formation, va revenir sur c'est quoi la bioinformatique. Et donc, je vous souhaite vraiment une bonne journée d'intégration. Et je pense que vous allez devenir une classe d'âge. Et je pense que vous êtes obligés d'être des classes d'âge parce que le monde fonctionne en termes de classes d'équivalence. Et il faudra essayer, comme les génomes sont reliés, comme l'ADN est relié, d'être aussi entre vous, de la 12e, 13e promotion, être reliés entre vous pour que vous puissiez dans 10 ans, 15 ans aussi, revenir ici dans cette salle-là pour devenir des parrains et des marraines. Merci beaucoup, je vous remercie. Informatique. Je peux même dire que je suis de la première promotion qui ont débuté, l'ensemble d'étudiants qui a débuté depuis 1900, je pense 2010, n'est-ce pas? Nous sommes de la première promotion et ensuite on a continué jusqu'à avoir le doctorat dans cette université et maintenant on est en train d'aider les jeunes dans le cadre de cette formation-là. Donc, ils m'ont donné l'honneur de faire la présentation de cette formation biomath bioinformatique que je vais tout de suite démarrer. Donc, déjà, puisque je dois faire la présentation de la formation, la première question qui devrait se poser, c'est quoi la bioinformatique et c'est quoi la bioinformatique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je vous donne la parole pour que certains essayent de nous donner une définition. Sinon, je pourrais même donner aux jeunes là dont le professeur était en train de Voilà. Vous voyez qu'il y a beaucoup de textes pour expliquer un tout petit peu c'est quoi ces deux choses-là. De c'est quoi la bioinformatique et c'est quoi la biomathématique. Que l'ensemble, n'est-ce pas, en informatique, en mathématiques et en biologie, n'est-ce pas, qu'on relie ensemble pour qu'on puisse traiter des problèmes, pour qu'on puisse amener des solutions aux problèmes existants. Je peux donner même l'exemple du corona. Si ce n'était pas les bioinformaticiens, on ne saurait pas c'est quelle version ou bien c'est quelle, comment on l'appelle encore de manière plus précise, variant, n'est-ce pas? C'est eux, les bioinformaticiens, qui étaient derrière pour pouvoir faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Ils ont pris le virus, mais le virus est biologique, n'est-ce pas? Comment un informaticien peut explorer un virus pour fouilleter ça et trouver des informations? Il faudrait donc qu'un biologiste prépare cela pour lui, n'est-ce pas? Et que lui, qu'il soit en mesure de pouvoir comprendre ce que le biologiste est en train de faire et qu'il a préparé pour lui, n'est-ce pas? Maintenant, ensuite, c'est quoi? Le biologiste, il fait ce qu'on appelle le séquençage et mettre ça dans quelque part et hop, quelqu'un doit venir fouilleter cette séquence-là, qui est une chaîne d'informations. Et quand on dit information, juste il suffit d'ajouter quelque chose pour que ça soit informatique. Et hop, il faut que l'informaticien arrive alors pour chercher des informations dans cette information informatique-là, si je peux le dire. Et après cela, ce n'est pas suffisant. Il va falloir qu'il fasse des tests statistiques pour dire que ce n'est pas ça ou bien c'est ça et que c'est statistiquement significatif. Pour dire qu'il faut qu'on ait la synergie de ces trois choses-là. Biologie, informatique et mathématiques, n'est-ce pas? Je me rappelle, j'ai eu à faire un stage en 2010, je pense, au Centre national de transfusion sanguine. C'était quoi l'objectif? C'était de pouvoir donner des tests statistiques dessus, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait une corrélation entre les groupes sanguins et les maladies sérologiques telles que l'hépatite B, l'hépatite C, ainsi de suite. Le groupe B serait facteur de risque, n'est-ce pas, pour la
hépatite B, ou bien il n'est pas facteur de risque. Pour cela, il faudrait que les biologistes préparent les données là-bas et que moi, en tant qu'informaticien, je puisse accéder et requêter la base de données et en tant que mathématicien, je puisse faire des tests statistiques pour dire oui, ils ont une relation ou bien non, il n'y a pas de relation. Donc, je pense que ceci nous permettrait de, et en même temps de définir, mais aussi de définir son utilité, n'est-ce pas? Donc, l'objectif de la bioinformatique, de cette formation, c'est quoi? C'est de former les gens, n'est-ce pas, dans ces trois domaines-là. C'est pour cela que ça commence à partir de la licence 3. Ensuite, Master 1 et Master 2. Je pense que c'est la première formation, moi, que je vois qui commence à partir de la licence 3, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il faut que les étudiants qui arrivent directement de formation pure et dure biologie, ils ne savent pas beaucoup de choses en mathématiques ou bien beaucoup de choses en informatique, qu'on leur mette en niveau, n'est-ce pas, côté informatique. Comme dans mon cas, moi, j'étais mathématicien, je venais de la formation MP, n'est-ce pas, maths physique seulement. Mes notions de biologie, je les avais oubliées. J'avais pas beaucoup de notions. Dès la licence, on fait, n'est-ce pas, ces mises à niveau-là. Les biologistes, on leur fait des mises à niveau en informatique et en mathématiques. Les mathématiciens, on leur fait des mises à niveau en biologie et en informatique. Et les informaticiens, on les met en niveau en biologie. Et bien outillés pour pouvoir, dont on vient de citer tout à l'heure dans la définition de la bioinformatique. Vous allez voir que les slides sont reliés. Pourquoi? Parce que ces slides sont destinés aux suivants et aux ceux qui sont à la promotion courante pour qu'ils puissent savoir ce qui leur attend. Et les étudiants qui voudraient accéder à cette formation-là, eux aussi qu'ils puissent savoir que c'est ça qui leur attend comme objectif, n'est-ce pas? Donc, comme objectif aussi, j'en ai cité pas mal, n'est-ce pas? Notre objectif global, c'est quoi? C'est que seulement, les informaticiens seulement ne peuvent pas aller loin. Les biologistes seulement ne peuvent pas aller loin. Il faut qu'on fasse, les mathématiciens seulement ne peuvent pas aller loin. C'est le moment maintenant qu'on les relie, n'est-ce pas, de manière très étroite et qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes courants, n'est-ce pas, et futurs. Vous pouvez, par exemple, me dire que pourtant la biologie existait depuis longtemps. Oui, ça existait depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tout le monde est au courant de l'essor des données qui existent. Par rapport au corona, il y a peut-être Khadim nous en parlera, n'est-ce pas, qui est aussi de la formation et qui est à l'IRSF de Diamniadio, n'est-ce pas? Peut-être qu'il pourra nous en parler. Combien de gigas de données on a récolté côté informatique que les biologistes ont séquencé et ont mis en place, n'est-ce pas? Et ça, il ne faut pas faire de petites informatiques ou bien mathématiques pour explorer ces données-là. C'est pour cela que, informatique appliquée à la biologie, mathématiques appliquées à la biologie existaient, mais aujourd'hui, les données ont explosé. C'est pour cela qu'il faut carrément qu'on parle de la bioinformatique. Ce terme-là, il faut qu'il existe. Et aussi, la bioinformatique, c'est surtout quand on n'applique pas l'informatique et les mathématiques sur le phénotype, ce qu'on voit, mais sur l'ADN, l'information, le génome. C'est surtout ça. Et par exemple aussi, on l'applique au domaine qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelqu'un il vient avec une radiographie et que seulement les médecins chevronnés peuvent dire que ça, on peut détecter la tuberculose par exemple. Et pourquoi pas, quand on a 1 millier de radios diagnostiquées tuberculose, pourquoi pas ne pas mettre en place une machine, n'est-ce pas, lui appliquer ce qu'on appelle l'apprentissage pour que la prochaine fois, la machine elle-même puisse détecter la tuberculose. Et ce sera confirmé par un médecin, n'est-ce pas? Ou bien au moins un médecin qui vient tout de suite de sortir de l'université, avec l'aide de cet outil-là, qu'il puisse faire des diagnostics plus sûrs. Pourquoi pas? Et tout ça, on peut dire que c'est de la bioinformatique. Et ce ne sera pas seulement de l'informatique appliquée à la biologie, mais derrière, il y a beaucoup de tests statistiques, n'est-ce pas? Donc, que tout le monde puisse savoir que l'objectif de la formation bioinformatique, c'est de faire cette symbiose-là, n'est-ce pas? Et que, pour ne pas me répéter, je vais directement passer
les types de parcours qui existent en bioinformatique. Comme son nom l'indique, il y a un parcours bioinformatique et un parcours biomathématique. Je vais passer directement sur le slide, n'est-ce pas? Et bioinformatique, ce sera quoi particulièrement? Ce sera quand on explore le génome en tant qu'information informatique ou bien information. Je précise le terme informatique parce que le plus souvent les informations sont numérisées maintenant. Autant on les mettait dans les registres, c'est toujours de l'information, mais ce n'est pas numérisé. Ça, c'est de l'information numérisée maintenant que des algorithmes, n'est-ce pas, ou algorithmiciens vont explorer pour chercher de l'information. À côté, il y a ce qu'on appelle la biomathématique. La biomathématique, c'est quoi? C'est eux qui vont... En fait, si je peux revenir un peu sur la bioinformatique, il y a ceux qui font la modélisation informatique aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils modélisent l'environnement, ils modélisent les plantes, ils modélisent les virus, ainsi de suite, mais de manière informatique. À côté, il y a ce qu'on appelle la biomathématique. C'est quoi? C'est qu'on s'arme de beaucoup de techniques et d'outils mathématiques et statistiques pour explorer, pour faire la modélisation de systèmes complexes, pour faire des simulations, pour faire beaucoup d'études et qui nécessitent ces bagages en mathématiques. Donc, au début, on fait un tronc commun, n'est-ce pas? Et à la fin du Master 2, on commence à se spécialiser. Soit on est bioinformaticien, soit on est biomathématicien. Donc, recherche professionnelle. Le Master est recherche professionnelle. Maintenant, avec le système LMD, on peut dire que quand on a son Master 2, on peut soit opter pour continuer en doctorat, en recherche, soit intégrer le monde professionnel, n'est-ce pas? On ne va pas dire que ton diplôme ne te permet pas de faire de la recherche ou bien vice-versa, n'est-ce pas? Le diplôme te permettra de continuer dans le milieu professionnel et en recherche. Secteur d'activité. Suivant ce qu'on vient de dire, je pense que tout le monde pourrait deviner les secteurs d'activité, n'est-ce pas? Ça intéresserait les CERAD, ça intéresserait les organismes privés et publics tels que les Instituts Pasteur, tels que l'IRESSEF, ainsi de suite, n'est-ce pas? Côté recherche et développement aussi, ça va intéresser presque les industries biotechnologiques, santé pharmaceutique, agroalimentaire, cosmétique, environnement, ainsi de suite, n'est-ce pas? Par rapport à toutes ces capacités qu'auront ceux qui sortent de cette formation-là, on peut intégrer pas mal de domaines. Donc, et puisque je viens de dire, je pense, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il faudrait que tout le monde sache que, surtout ceux qui vont intégrer la formation et ceux qui sont en train de faire la formation, il faut qu'ils sachent qu'il y aura énormément de compétences à acquérir. Je dis que les gens ils se spécialisent très tôt en biologie, dès le bac. Nous, en tant que bioinformaticiens, on ne va pas se spécialiser dès le début en informatique. On va faire les trois. Donc, il faudrait qu'on ait les compétences d'un biologiste. Pas 100% ces compétences, n'est-ce pas? Mais il faut aussi qu'on ait les compétences d'un bon informaticien, surtout l'informatique. Parce que les bioinformatiques, n'est-ce pas, quand vous regardez leur bureau, moi j'ai fait mon master et ma thèse sur ce qu'on appelle le rat noir, Ratus ratus. Les rats noirs, les rats là, n'est-ce pas? Et c'était quoi le job? C'était de comprendre comment les colons les ont amenés au Sénégal et les ont déposés au niveau des comptoirs coloniaux et qu'ils se sont propagés jusqu'à arriver en Kédougou. Qu'est-ce qui a fait ça? Et je vous dis que pendant ces 5 ans-là, master et thèse, je n'ai jamais vu ce rat-là. Et pourtant, je manipulais des rats informatiques. Mais il y avait les biologistes à côté qui disséquaient le rat, qui séquençaient ça, qui me donnaient les informations. Et moi, je mettais en place les codes informatiques, les statistiques pour pouvoir explorer les données qu'ils m'amènent, n'est-ce pas? Donc, pour dire qu'un bioinformaticien n'est pas seulement quelqu'un qui va utiliser les logiciels, c'est quelqu'un qui sait coder, qui sait écrire des lignes de code, n'est-ce pas? C'est comme les fondateurs de la formation nous disaient autant. Vous devez sortir en tant qu'ingénieur plein en informatique, n'est-ce pas? Vous devez pouvoir compétir avec des informaticiens qui ne font que de l'informatique, même si on ne va pas faire du réseau, fondamentalement. Mais à part ça, presque on doit pouvoir compétir avec eux.
n'est-ce pas? Et sans compter les compétences en mathématiques, n'est-ce pas? Donc, un bioinformaticien, s'il sait que toutes ces compétences-là l'attendent, il va falloir qu'il s'y mette très tôt et qu'il apprenne comme, si je peux me le permettre, comme quelqu'un qui est un peu fou, quoi, n'est-ce pas? Parce que c'est la faculté des sciences, n'est-ce pas? Il faut qu'on apprenne vraiment. Donc, c'est pour cela que j'ai énuméré pas mal de compétences qui seront acquises à la fin de la formation sur 3 slides. Maintenant, type d'emploi, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est utile. Il faut que les jeunes puissent savoir, quand on sortira de la formation, quels seront les emplois qui nous seront accessibles, n'est-ce pas? Et comme je viens de le dire, les objectifs, la définition, tout ça nous permet de savoir, d'avoir une idée de là où il va falloir qu'on pourrait aller travailler. Il y a les hôpitaux, il y a les universités en tant que chercheurs, il y a les structures de recherche, il y a les structures de recherche sanitaire et universitaire. Tout ça, c'est des... Il y a aussi l'autre emploi, n'est-ce pas, comment on l'appelle encore, donnez-moi le mot, le fait de créer une entreprise et l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc, débouchés professionnels, n'est-ce pas, les secteurs d'activité, j'en ai énuméré pas mal. Comme j'ai dit tantôt, la présentation est destinée aux étudiants, n'est-ce pas, qui voudraient intégrer la formation. C'est pour cela que j'ai mis pas mal de détails et je vois que c'est assez chargé, mais c'est l'objectif, n'est-ce pas? Donc, il y aura des activités, il y aura des métiers aussi, n'est-ce pas? Donc, comment postuler maintenant à la formation? Comme le doyen Gay vient tout de suite de nous le dire, c'est par concours. Il suffira tout simplement que l'étudiant ait son bac plus de scientifique, qu'il vienne de la faculté de médecine en tant que, au fait, qu'il vient de la formation MP, ça s'appelle maintenant MPI, maths, physique, informatique, SVT, PC, de FMPO, les étudiants peuvent venir de FMPO, de la faculté de médecine, de NSUT, ils sont tous acceptés, moyennant qu'ils fassent un petit concours et qu'ils écrivent une lettre de motivation, n'est-ce pas, ou bien une demande avec une lettre motivant leur intérêt à cette formation-là. Et au finish, faire le concours, n'est-ce pas? Donc, pour plus d'informations par rapport à cette formation, j'ai aussi laissé un lien, n'est-ce pas, sur le site de l'école doctorale, de l'école doctorale maths et informatique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci de votre attention. De me retrouver ainsi parmi vous, toutes à l'occasion de cette journée d'intégration de la 12e promotion. Aussi, ai-je spontanément accepté votre proposition de me choisir comme marraine en raison de mon statut d'ancienne étudiante de cette faculté et pour avoir suivi le même cursus universitaire que les alumni que nous célébrons aujourd'hui. Je l'accueille également comme une marque de confiance et de sympathie des étudiants de la 12e promotion et de la 13e, comme je vois au niveau de la projection, et de toute la communauté de votre prestigieuse institution. J'en profite pour vous adresser mes plus chaleureux remerciements et vous témoigner de ma profonde reconnaissance. Monsieur le chef, le responsable du département Info, monsieur les chefs de département, la formation en bioinformatique, donc biomathématiques, s'inscrit parmi les formations les plus innovantes dont la finalité est de répondre à des questions biologiques de grande envergure. En effet, les recherches en biologie, et tout particulièrement celles qui portent sur le génome humain, comme mon cher collègue l'a déjà présenté, génèrent d'énormes quantités de données que seule l'informatique est capable, bien sûr, de stocker et d'analyser. C'est à ces besoins que répond la bioinformatique. Elle peut être définie comme étant, bien sûr, un champ multidisciplinaire, je ne vais pas revenir sur tes mots, impliquant, entre autres, la discipline, la biologie, l'informatique, juste pour rappeler aux étudiants qu'il faut vraiment coder, même si vous êtes des biologistes,
les mathématiques, les statistiques, la biochimie, la physique, mais un peu tout est incorporé au niveau de la bioinformatique. Aujourd'hui, la bioinformatique est développée dans le but de s'appliquer bien sûr à l'agriculture, à la pharmacologie, à la médecine, à l'environnement et bien d'autres spécialités. De plus en plus de laboratoires, bien sûr, recherchent les perspectives d'un bioinformaticien afin de mener à bien leurs différents projets de recherche. Bon, mon cher collègue Khadim va nous parler de cela plus en détail. Les méthodes de séquençage qui étaient, bien sûr, à l'époque inaccessibles sont de plus en plus utilisées. Donc, qui dit séquençage dit aussi génération de big data, c'est-à-dire d'énormes fichiers qui ne peuvent être exploités qu'à l'aide de l'outil bioinformatique. Chers donc anciens alumni de la formation bioinformatique et mathématiques auront bien sûr la capacité bien sûr de s'insérer aussi bien dans des milieux hospitaliers, comme l'exemple que Dr Boup nous a dit tantôt, que dans celui de la recherche. En effet, il existe énormément de questions de recherche et de développement dans différents secteurs qui attendent bien sûr d'être résolus. Donc ici, vous avez de quoi faire. Donc, chers étudiants de la deuxième promotion, je voulais donc vous encourager à vous engager résolument dans la bataille du développement socio-économique de notre pays. Si le diplôme sanctionne positivement, bien sûr, votre séjour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est également le point de départ d'une vie professionnelle que je souhaite la plus radieuse possible pour chacun d'entre vous. Je vous exhorte de toujours garder présent à l'esprit que la formation dont vous bénéficiez est le fruit collectif de la communauté qui attend en retour beaucoup de vous. Le savoir-faire et le savoir-être acquis doivent être réinvestis au service, bien sûr, de la société, de notre pays qui a tant besoin. Excusez-moi. Il est attendu de vous voir vous impliquer comme des acteurs principaux en occupant, bien sûr, la place qui est la vôtre dans l'entrepreneuriat et dans la recherche de pointe. C'est pourquoi je demande aussi aux étudiants de la 12e promotion d'avoir un esprit de créativité afin qu'ils ne se déclarent pas chômeurs en sortant de la formation. Donc ça, je peux d'emblée rappeler des mots de notre parrain lorsque je sortais de cette promotion aussi. Il disait, une personne qui a un master n'est pas, en sortant de sa formation, il a la capacité en fait de générer lui-même son boulot, en fait, de créer lui-même son boulot. Il a la capacité de développer lui-même son entreprise. En étant bioinformaticien, il y a plein de questions qui sont là, qui restent à être résolues. Vous avez la capacité de développer des outils. Donc ça, c'est un plus. Avoir la capacité de développer des outils spécifiques à certains problèmes. Donc vous pouvez, en sortant de là, former des groupes, vous poser une question et essayer de la résoudre. Et par la suite, bien sûr, la proposer aux différents chercheurs de la place qui, forcément, vont l'accepter. Mesdames et messieurs, en réitérant ma joie de me retrouver parmi vous, je souhaite à tous les étudiants une journée d'intégration réussite et un parcours universitaire exceptionnel. Je vous remercie. De surveillance épidémiologique et de formation. Je vais vous faire une brève présentation sur un projet portant sur la COVID-19. Et après, je vais donner la parole à Karim Mané, qui est actuellement à UK, pour vous faire aussi une présentation. OK. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager avec vous un projet dont je travaillais intitulé SARS-CoV-2 de la source initiale à l'Omicron, évolution phylodynamique au Sénégal. La COVID-19 est une maladie qui est apparue en Chine en 2019 et qui s'est répandue dans le monde, y compris le Sénégal. Le Sénégal a enregistré son premier cas de COVID-19 le 26 février 2020 et qu'il a signalé le 2 mars 2020.
Et l'objectif de cette étude était de voir exactement est-ce que la pandémie au Sénégal a démarré à Dakar avec ce premier cas index et s'est répandu au Sénégal. Et l'objectif général de cette étude est d'étudier la phylodynamique de l'évolution de cette pandémie et de manière spécifique d'étudier l'évolution de chaque souche au Sénégal, d'établir les relations, les liens de parenté qui existent entre ces différents variants et enfin étudier la phylodynamique de la pandémie. Et comme méthodologie, nous avons les échantillons ont été collectés dans la région de Thiès et de Dakar, puis séquencés en utilisant la plateforme d'Oxford telle que le GridION et le Mini-ION. Et après séquençage, nous avons utilisé le protocole Arctic pour faire tout ce qui est assemblage génomique. Et après assemblage, nous avons caractérisé les différents échantillons, c'est-à-dire chercher à déterminer le type de variant. Est-ce que nous avons un alpha, un omicron, etc. Et déterminer aussi les différents linéages. Après ça, nous avons calculé le IDS, qui est un paramètre très utilisé en génétique des populations, qui est identité par stade, qui détermine les différents liens de parenté entre les différentes souches. Puis, nous avons calculé les vitesses instantanées de propagation durant la première vague, durant la deuxième vague et durant la troisième vague et la quatrième vague. Et enfin, faire la phylodynamique tout en faisant aussi les réseaux de transmission de la maladie dans la région de Thiès et de Dakar. J'ai aussi écrit, par exemple, un pipeline concernant tout ce qui est assemblage et qui est disponible actuellement sur mon page GitHub. Et j'ai écrit aussi un pipeline pour toutes ces procédures qui est aussi disponible sur mon page GitHub. Ceci nous a permis d'avoir ces résultats. Par exemple, ici, durant la première vague, nous avons vu qu'au Sénégal, la COVID-19, le linéage 20B, nous avons constaté que le linéage 20B a dominé la première vague ici au Sénégal. Et durant la deuxième vague, parce que parfois j'entends trop les gens dire que la deuxième vague au Sénégal est dominée par le variant alpha, etc. Mais il n'y avait pas que le variant alpha au Sénégal. Il y avait aussi le variant 20B et le variant alpha qui ont dominé la première vague au Sénégal. Et durant la troisième vague, nous avons une large domination du variant Delta. Mais si on regarde les différents clades, nous verrons exactement que la troisième vague est dominée par le variant 20B et le variant 21 Omicron. Non, Delta, parce que nous avons le variant 21A Omicron, le variant 21I Delta et le variant 21J Delta. Et au Sénégal, nous avons la domination du variant 21A et 21I. Et durant la quatrième vague, nous avons une large domination des variants du variant Omicron, tel que le variant 21K et le variant 21M. Nous avons aussi plusieurs types d'Omicron. Nous avons les Omicrons 21K, nous avons 21L et nous avons 21M. Et récemment, nous avons des recombinants entre le variant BA.1 et le variant BA.2 qui circulent actuellement au Sénégal, même si ce n'est pas nombreux.
Et si on calcule le IBS, c'est-à-dire les liens de parenté qui existent entre ces différents variants, nous avons trouvé que durant la première vague, nous avons observé que les variants 21A, 21B et 19A, 20A et 20B présentent des liens de parenté très étroits que le 19A. Et ceci a été observé aussi durant la deuxième vague, durant la troisième vague et aussi durant la quatrième vague, montrant aussi que les variants d'intérêt, tels que comme le variant alpha, le variant omicron, le variant delta, présentaient plus des liens de parenté qu'aux autres variants. En calculant la vitesse de propagation durant la première vague, durant la troisième vague et durant la quatrième vague, nous avons pu déterminer que durant la première vague, la pandémie a atteint une vitesse instantanée de 44 cas par dans un espace de 12 de 85 cas par semaine. Et ce qui a aussi augmenté durant la troisième vague, un espace de 9 semaines, la pandémie a atteint une vitesse instantanée de 681 cas par semaine, ce qui a diminué une vague avec 646 cas par semaine. Et lorsque nous avons fait des simulations sur microréacteurs, parce que nous avons fait 2 simulations, nous avons fait tout d'abord une simulation sur microréacteurs et ensuite une autre simulation sur NextTrend pour comparer les 2 résultats. Est-ce que nous avons obtenu les bons résultats ou pas? Et nous avons aussi collecté d'autres échantillons parce que l'IRSF, il collecte les échantillons seulement de la région de Dakar et de Thiès, mais il y a aussi d'autres échantillons disponibles sur 17 d'autres localités. Nous avons aussi inclus ces échantillons-là. Et lorsque nous avons fait la simulation sur microréacteurs et sur NextTrend, nous avons vu que la pandémie semble débuter à Dakar et s'est propagée dans les autres régions avec le premier cas index qu'on avait posé comme hypothèse. Et avant de finir, nous avons ici fait le réseau de transmission des données séquencées, collectées et séquencées à l'IRSF, c'est-à-dire au niveau de la région de Dakar et au niveau de la région de Thiès. Et ici, nous avons pu montrer que les échantillons qui sont collectés à l'IRSF ne présentaient pas des liens entre eux. Ce qui peut être justifié parce que à l'IRSF, presque la majorité des échantillons qu'on collecte là-bas, ce sont des voyageurs, soit des voyageurs entrants, soit des voyageurs sortants. Raison pour laquelle il n'y avait pas de link entre eux. Mais si on regarde un peu les échantillons qui ont été collectés à Ngor ou bien à Thiès ou bien dans les autres localités, nous voyons exactement qu'il y a un réseau de transmission au niveau de ces localités. En guise de conclusion, montrer à travers cette étude que la pandémie au Sénégal a débuté à Dakar et s'est propagée dans les autres régions, mais aussi que les variants d'intérêt, comme le variant alpha, le variant omicron, le variant alpha, etc. Parce qu'il y a d'autres variants, mais ce sont les variants alpha, omicron, delta, qui sont les variants d'intérêt. Là, nous avons montré à travers cette étude aussi que ces variants sont très proches génétiquement que les autres variants. Et comme perspective, nous devons ici au Sénégal faire des partages de données parce qu'on voit que l'IRSF, lui, il travaille avec ces données. L'Institut Pasteur aussi, la même chose. Et les autres labos aussi, ils font aussi la même chose.
Nous devons faire des partages de données pour mieux, par exemple, faire ce genre d'études, pour mieux comprendre la pandémie, mais aussi de se préparer à d'éventuelles épidémies ou bien pandémies. Et comme bioinformaticien aussi, vous pouvez faire des bases de données telles que NCBI ou bien G7, là où on peut déposer nos séquences, où l'IRSF va déposer ses séquences là-bas, peut-être l'Institut Pasteur aussi va déposer ses séquences là-bas, etc. Du coup, là, on aura une base de données qui est spécifique au Sénégal et on pourra mieux comprendre la pandémie en question. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier le professeur Souleymane Bouk et ses collaborateurs et l'ensemble de l'équipe de l'IRSF. Merci beaucoup, je vous remercie. Ils sont assez avancés et vous voyez dans les films, enquêtes policières, tout ça, en fait, il y a de la bioinformatique parce que la menace aujourd'hui, elle est différente. On tue quelqu'un ou bien quelque chose, il y a des traces, il y a des suspects et il faut comparer des bases de données. Donc, ça, c'est un des problématiques. Dans certaines situations, c'est quand, comme vous voyez ici, la prédiction, dans un des items, les journalistes s'alarmaient du fait qu'il y a une raréfaction de certaines ressources. Aujourd'hui, tout ça, c'est un défaut de système de prédiction, en fait. Et ça, le bioinformaticien, il a des outils. C'est tout ce qui est outils de packaging utilisant les time series qui sont là, qui sont disponibles. Et vous voyez que l'ensemble de ces problèmes que nous avons ici sont des problèmes aujourd'hui qui sont des défis pour vous, la génération à venir. Et les outils sont là, disponibles pour ceux qu'on soit conscient. La plupart des outils complémentaires, ici, il y a Air Forensics, certainement que vous avez déjà fait le cours sur R. La plupart des packages sont disponibles, actualisés, updatés. Bon, bien évidemment, comme l'a dit l'un des anciens, il faut connaître les codes, pouvoir les modifier et les adapter à la problématique. Ce slide, c'est pour vous faire comprendre l'enjeu, en fait, des méthodologies d'innovation. En fait, l'innovation aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, bon, j'ai mis le TR ici en exergue pour faire un clin d'œil. Aujourd'hui, le TR a fortement bouleversé les façons de faire. Automatiquement, vous allez voir une ancienne façon de se déplacer qui va changer. Il va y avoir des implications sur le plan à la fois financier, sur le plan économique. Il y a des boulots qui vont être perdus. Il y a tout cela, pourquoi? Parce qu'il y a une capacité forte d'un système nouveau qui peut transporter beaucoup de choses en un temps rapide. Et ça, c'est l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie jaune. Il n'y a pas de pointeur. Donc, la partie jaune ici, c'est l'époque dans laquelle nous surfons, qui est une époque aujourd'hui des avancées médicales, des avancées de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Et nous nous trouvons dans ce secteur-là, et vous, les bioinformaticiens, donc ça veut dire que vous manipulez des outils d'innovation. Donc ces outils d'innovation vont changer la vie des gens, vont changer votre vie, et c'est des opportunités énormes. Et là, c'est un grand théoricien de tout ce qui est innovation, Schumpeter. C'est un Autrichien qui montre un peu les enjeux qui sont dans la manipulation des outils d'innovation et que vous devez connaître, qui vont être un peu les obstacles un peu à votre insertion dans le milieu professionnel, parce que toute innovation est une menace. Elle va menacer des emplois, elle va recadrer un peu l'organisation. Donc, j'ai essayé un peu de vous... bon, sur ce diapo, je ne vais pas m'étendre plus loin parce que les moteurs de la bioinformatique, c'est un peu les avancées technologiques sur le plan des matériaux, parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux matériaux qui permettent la miniaturisation. Donc, Atel enseigne que sur des circuits, on est aujourd'hui en mesure de mettre plein d'éléments dans un espace réduit. Là, j'ai mis à l'échelle, pour vous donner une idée, 1 micron, c'est la taille d'un cheveu. Maintenant, avec de nouveaux matériaux, on est en mesure de faire des briques élémentaires de matière de la taille du nanomètre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a des portables qui tiennent avec des puissances extrêmement
portent, qui tiennent dans une poche, alors que là, vous avez les premiers ordinateurs qui avaient l'envergure d'une armoire. Et de la même manière, au niveau des outils, les outils aujourd'hui qui permettent l'obtention des données, ces outils maintenant sont devenus extrêmement démocratiques. Tout à l'heure, Dr Khadim, quand il présentait les résultats d'IRSF, vous voyez ça, c'est un séquenceur. Ce séquenceur, aujourd'hui, il tient dans une poche. Donc, aujourd'hui, avec ce séquenceur, vous pouvez, avec votre portable, ce portable-ci, avec ce séquenceur coûte moins de 2 000 €. Ça veut dire que même si les étudiants aujourd'hui se cotisent, ils peuvent acheter un séquenceur. Alors qu'un séquenceur coûte 110 ans, aujourd'hui, et n'importe qui a un ordinateur peut générer des données. Donc, il y a une démocratisation et puis les kits aussi sont accessibles. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un kit. Le kit peut coûter 600, 400 €. Un kit SARS-CoV, vous séquencez, vous avez vos données. Des données de la taille de gigabits, en termes de gigabits. Donc, aujourd'hui, on a ces données. Et par rapport à vos perspectives, aujourd'hui, vos métiers futurs, que ce soit des métiers que vous créez ou que ce soit des métiers en entrepreneuriat, moi, je pense que je compte beaucoup plus sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a un nombre limité de structures qui sont en mesure d'absorber ce volume. Et l'entrepreneuriat, il est extrêmement possible parce qu'il y a des problématiques aujourd'hui qui sont des problématiques africaines et auxquelles on peut apporter des solutions. Aujourd'hui, quand vous prenez le problème du paludisme qui a été traité, aujourd'hui, le paludisme, 100 000 personnes par an, c'est l'une des principales causes de mortalité. Pour diagnostiquer un palu, par exemple, il faut 20 minutes. 20 minutes. À un technicien expérimenté, l'OMS recommande pas moins de 20 minutes avant de rendre un résultat négatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour diagnostiquer une salle de 100 personnes, c'est 4 jours en temps plein. Et avec la bioinformatique, on peut faire le travail en 3 minutes. Et aujourd'hui, c'est des axes. On peut faire ce travail en 3 minutes. Ça veut dire en termes d'espérance de vie, en termes de gains financiers, et également au niveau intégration sous-régionale. Aujourd'hui, que ce soit au Mali, en Afrique, en sous-région, aujourd'hui, on imaginerait bien, par exemple, là, vous avez les systèmes d'acquisition. Les portables sont aussi puissants actuellement que les microscopes, parce qu'ils sont une grande puissance. Aujourd'hui, quelqu'un peut être à Kédougou, prendre une photo, l'implémenter dans une base et avoir tout de suite la réponse, est-ce que c'est un palu ou positif ou négatif? Et c'est extrêmement important puisque ça va permettre de passer à autre chose. Une personne vient donner dans ça, a priori, on ne sait pas si cette personne est HBS positif ou pas. Aujourd'hui, avec des algorithmes, peut-être on aura le temps, il est possible, parce qu'il y a un questionnaire qui est donné à ces gens, avec des algorithmes, il est possible aujourd'hui, avec les données, parce que 300 000 données sont disponibles, il est possible de faire un algorithme de tri qui peut, avec une précision de 95%, dire ce patient-là, je ne le prends pas. Et en termes d'économie aujourd'hui, pour une structure qui fait 50 000 ou 80 000 poches et qui jette 14%, c'est presque 100 millions, 200 millions d'économies. Et aujourd'hui, un bioinformaticien qui parvient à montrer la pertinence de ce projet, c'est valable aussi bien pour le domaine de la transfusion que d'autres domaines. C'est clair qu'après, pour le décideur, s'il y a des base evidence, il peut, maintenant, après, il y a d'autres intérêts. Et c'est là, en fait, qu'il faut que vous compreniez ces intérêts-là, montrer, en fait, que vos algorithmes, ce que vous proposez, peut remplacer quelque chose qui est classique. Parce que c'est extrêmement difficile de changer les habitudes. Et aujourd'hui, vous avez des outils avec vous qui sont des outils de révolution. On a vu aujourd'hui les Jakarta, il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus de face à Dakar, il n'y a plus de chevaux parce que les Jakarta sont là. C'est tout un secteur, en fait. Aujourd'hui, quand vous allez vous implanter dans des structures ou dans des systèmes, ça ne va pas être facile, mais après, quand ça passe, c'est à la fois quelque chose qui est bon pour vous, pour votre écosystème et également peut-être pour l'Afrique, nous qui sommes pauvres, et c'est des moyens de pallier un peu à nos déficiences en termes de ressources. Et toutes ces données, en fait, vont dans le système
Bon, vous voyez, là, j'ai mis en exergue un peu sur la grue, là. Vous voyez les étudiants qui sont à la fac médecine, au niveau des champs, quand vous les rencontrez, ils sont tous en train, sur des papiers, en train de réciter. En fait, ce qu'ils font, c'est réciter, c'est mettre ces documents dans leur tête. Vous, aujourd'hui, quelqu'un qui maîtrise bien la chose peut mettre, au lieu de mettre le document dans sa tête, il va mettre le document dans son ordinateur. Et mieux encore, il va être plus performant parce qu'il va s'attaquer à un système extrêmement précis et il va être plus performant. Parce que le cerveau, en fait, il fonctionne comme le système neuronal de détection, de prédiction. Il est basé sur la même architecture que ce qui est au niveau du humain. Il y a une inspiration humaine. Peut-être après, il y a une inspiration humaine. Maintenant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre cela dans des ordinateurs. Et c'est tout un pan des métiers qui sont des métiers d'apprentissage. Cela va de la virologie, de la parasitologie, de la bactériologie, de l'hématologie. Aujourd'hui, pour être en mesure d'identifier un patient positif palu, il faut peut-être une expérience de 2 ans. Donc 2 ans d'études où on vous dit le trophozoïde, il est comme ça, il est à l'intérieur, il doit être de telle taille. Aujourd'hui, vous, en une journée, ce travail-là du trophozoïde, vous pouvez aujourd'hui le décrire et vous avez la chance dans votre groupe d'être polyvalent. Il y a des mathématiciens, il y a des biologistes, il y a des informaticiens. Et les projets aujourd'hui, l'avantage, c'est que les projets sont disponibles déjà online, sauf qu'en Europe, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas le problème. Le palu, ce n'est pas leur problème. La tuberculose, aujourd'hui, c'est des axes qu'il faut vous approprier et qui sont porteurs. Donc, ces métiers qui tournent autour de l'apprentissage aujourd'hui, c'est des métiers qui vous sont accessibles, mais évidemment, ça demande une collaboration parce que peut-être qu'on aura le temps dans les exemples pour montrer qu'aujourd'hui, autant nous, en récitant, on retient, mais pour l'ordinateur, ce sont des fonctions qu'il faut implémenter dans tout ce résultat. Ici, j'ai mis en exemple un cas, par exemple, du dépistage, de la détection du malaria. C'est un problème pour nous en Afrique de l'Ouest. Et c'est quelque chose qui vous est accessible. L'étape initiale qui consiste à avoir une image, un frottis, il y en a qui viennent de SN. En proposant au service, moi je proposerai pour vous enquérir un peu comment dans l'ancien monde. Comme ça, vous allez vous dire. Donc, dans le modèle classique, ici c'est un frottis sanguin où on est obligé de compter des hématies, etc. Et ensuite, dans ces hématies, de voir s'il y a des trophozoïdes. Aujourd'hui, avec la bioinformatique, avec une fonction de segmentation, par exemple ici, on a une idée. Ce que ça nous donne la taille, déjà des hématies. C'est des fonctions, en fait, aujourd'hui qui sont disponibles et implémentées dans des projets, aujourd'hui, que vous pouvez vous acquérir en ligne. Et c'est là l'intérêt d'avoir également des biomathématiciens dans vos groupes, parce que les mathématiciens, peut-être, ces projets ne vont pas être forcément adaptés à nos réalités, puisqu'ils ont été faits dans un autre objectif, mais que vous allez vous tropicaliser, vous adapter. L'issue étant qu'aujourd'hui, même cet article, vous avez lancé des orientations. Et la finalité, c'est aujourd'hui de pouvoir décrire, de pouvoir mettre en place. Et ces plateformes, non seulement, si vous êtes un bon samaritain, vous pouvez le mettre à la disposition de la communauté, que ce soit d'Afrique de l'Ouest, mais également, c'est des choses également qui sont porteuses sur le plan financier. Là, c'est en bactériologie, pareil. Il y a énormément de champs. Aujourd'hui, pour identifier toutes ces branches, il faut se mettre dans la tête 2 ans d'identification des choses
Et on n'est pas efficace parce qu'on a plein de choses dans la tête qui ne veulent pas forcément, qui ne sont pas fonctionnelles. Ça, c'est des axes. Et moi, je vous exhorterai à, d'une part, essayer d'aller dans ces structures-là, d'essayer de voir aujourd'hui quels sont d'observer les gens fonctionner et de voir les opportunités qu'il y a de développer des choses. Pareil pour les leucémies, que ce soit aujourd'hui les cancers. Aujourd'hui, si vous prenez le cas du cancer du sein ou le cancer de la prostate, tous les hommes au-delà de 45 ans sont à risque de développer un cancer de la prostate. Et si vous prenez, y compris cancer sein, prostate, c'est pratiquement 3 à 4 millions de personnes qui ont besoin d'un dépistage à titre préventif. Or, ces 4 millions de personnes, aujourd'hui, il n'y a pas 15 cytologistes aujourd'hui confirmés qui peuvent vous faire ce diagnostic. Et ces cytologistes, même, quand bien même, ils peuvent traiter 5 patients, 5 ou 10 diagnostics par jour. Aujourd'hui, il existe des bons modèles, il y a même des sites qui peuvent vous permettre de faire ces diagnostics-là et d'être plus performants même que le pathologique classique. Les autres aspects sont très nombreux. Nous, au niveau du laboratoire, on avait, à travers on a un spectromètre de masse. Le spectromètre de masse est un outil qui permet un peu d'identifier un peu des substances chimiques. Là, c'est à visée d'identification bactérienne. Aujourd'hui, un bioinformaticien, aujourd'hui, il est extrêmement utile dans tout ce qui est interprétation de systèmes chromatographiques. Généralement, les fournisseurs, quand ils vous donnent un système, ils ont un système qui est fermé, verrouillé. Avec votre formation aujourd'hui, à travers les structures que vous allez visiter, il est possible aujourd'hui, à travers des fichiers, d'évoluer dans les directories et de prendre les fichiers intéressants, de les sortir et de les exploiter sur la base de certains systèmes. Ici, nous l'avions fait pour distinguer les bactéries sélectrices de bêta-lactamase. Les bêta-lactamases, c'est des enzymes qui inactivent un traitement et on parvenait à travers ces spectres de pouvoir distinguer un peu les bactéries qui étaient résistantes de ceux qui étaient efficaces. Là également, le problème du sang, j'en ai parlé tout à l'heure, on avait pu générer avec le logiciel ERUL. ERUL, bon, je me rappelle, nous, quand on faisait le cours sur la classification, bien que dans le système décisionnel est très pourvoyeur de postes de travail. Aujourd'hui, nous, on l'a fait en interne pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on pouvait tenir comme algorithme qui nous permettait de réduire un peu notre consommation en termes d'hépatite B, de perte en termes de patients HBS positifs. Par exemple, ici, vous pouvez voir que là, on avait fait avec le package ERUL, on pouvait générer pratiquement une dizaine de règles d'algorithmes qui, pris chacun, donnaient une sensibilité de 90% ou plus de 90% pour écarter un patient avec les impacts économiques. Au niveau des banques, les gens utilisent ça pour savoir les gens à qui ils font faire des prêts ou pas. Si vous voyez, il y a des masters un peu de décisionnel, il faut vous approcher de la branche dont vous ciblez et vos outils-là sont applicables dans différents systèmes. Il y a un travail quand même à faire de vous approprier ça. L'autre secteur pourvoyeur d'emploi, c'est un peu le secteur qui tourne autour de la génomique. Aujourd'hui, si vous allez au niveau de la France, en 2025, aujourd'hui, nous, notre façon de faire notre diagnostic ne va plus être conforme à ce qui va se faire. Parce qu'eux, en 2025, ils vont passer au tout génomique. Aujourd'hui, au Sénégal, quand vous êtes malade, par exemple, on cherche, est-ce que vous avez le palu? Si c'est négatif, est-ce que vous avez le HIV? Est-ce que... Aujourd'hui, ce que les gens font, c'est de la métagénomique. Une séquence, ils font une amplification de tout ce qui est acide nucléique qui est dans votre sang. Aujourd'hui, cette amplification, random amplification, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Et une fois qu'on a fait cette
random amplification, sur un seul prélèvement, on va interroger, parce qu'on a des acides nucléiques dont on ne connaît pas la nature. Parce que cette random amplification amplifie des virus, des bactéries, des parasites, mais sans leur donner de nom. Et le bioinformaticien interroge des bases de données pour ensuite donner le diagnostic. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se profile aujourd'hui à notre horizon. Ça, c'est par rapport aux aspects infectieux. Aujourd'hui, en Europe, vous partez. Moi, à l'hôpital où j'étais au niveau de Saint-Louis, le patient, quand il vient sur un seul prélèvement, les gens se faisaient une random amplification. Ensuite, on interroge les bases de données. Et là, les bases de données, Python et le Bash aussi, il faut, ça c'est pour ceux qui sont de profil biologiste. Ceux qui sont de profil biologiste aussi, il faut qu'ils connaissent leurs carences, c'est-à-dire qu'ils sachent que moi, il faut que je maîtrise un peu l'Unix pour dialoguer avec les bases de données. Nous, on avait, je pense, M. Dabo qui nous faisait l'Unix un peu, donc c'est extrêmement important de connaître l'Unix pour les serveurs un peu. L'idée, c'est de ne pas, c'est pas forcément de concevoir le protocole, mais quand vous lisez, que vous sachiez qu'est-ce que le programme fait. Parce que le programme, en fait, ça existe déjà. Qu'est-ce que le programme fait? Et quand vous voulez l'adapter, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut vous investir, acheter des livres. Sur YouTube également, il y a des cours. Il faut vous investir et puis voilà. Et puis également être collaboratif. Nous, on avait la chance, dans notre groupe avec Karim qui vient de passer tout à l'heure, c'est un promotionnaire. Donc Karim, il y a un autre actuellement qui est en France. Presque pour la plupart, ils sont partis en France. Mais notre groupe, on était assez solidaires. Quand le professeur Konaté venait nous donner un exo, etc., il y en a qui étaient moins forts. Les matheux aidaient les physiciens aidaient les trucs, biologistes, etc. Et moi, je pense que la bioinformatique aujourd'hui nous remet dans une dynamique d'intégration. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une branche. C'est très difficile d'avoir toutes les compétences. Et il faut dès à présent, à l'image un peu de Gaïde 2000. Gaïde 2000, c'est des groupes d'étudiants qui ont réfléchi sur un projet aujourd'hui qui sont des multimillionnaires parce que c'est des biologues, c'est des gens issus de différentes spécialités qui sont réunis. Aujourd'hui, rien n'empêche que parmi vous, les biologistes, les mathématiciens, etc., vous vous dites, on va faire le diagnostic du paludisme en 2023. Il y a des modèles déjà qui existent draftés. Vous travaillez dessus, vous mettez votre plateforme. Aujourd'hui, que ce soit les gens au Bénin, en Côte d'Ivoire, tout le monde se connecte à votre plateforme et vous êtes multimillionnaire. Ne serait-ce que l'aspect pécuniaire. Donc, tout un pan aujourd'hui du diagnostic a évolué, RNA sequencing, etc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en train de faire perdre le monopole. À moi-même que vous parle, parce que moi, je suis biologiste de formation. J'ai mis peut-être 6 ans pour avoir un peu, parce que pour être biologiste, il faut avoir 4 spécialités différentes dans des domaines de l'hémato, de bactériaux, de viraux, de parasitaux, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne dis pas malheureusement, je dis aujourd'hui, un algorithme bien fait va être plus optimal que moi-même qui ai passé peut-être 5 ans sur tout. Et c'est ce paradigme qui fait qu'aujourd'hui, votre insertion ne va pas être facilitée forcément, c'est vous qui allez peut-être voir les opportunités, les chercher, et puis vraiment vous mettre dans une disposition que vous êtes sur une bonne vague. Je vous recommande de collaborer en groupe, et puis je pense que vous êtes sur une bonne voie. Je vous remercie. Je travaille à l'Institut Pasteur de Dakar. Donc, je tiens à préciser que j'ai eu mon PhD à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en tant que statisticienne. Et donc, sans plus tarder, je vais vous partager quelques résultats qu'on a eu à faire dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Et donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre pôle de recherche. Donc, il y a plusieurs groupes thématiques qui sont là.
Et donc, il y a l'Observatoire de santé, la bioinformatique, la biomathématique, le data management, l'épidémio, genomics, statistique et machine learning, health informatics, opérationnel de terrain, ceux qui saisissent pour les bases de données, et on fait aussi de l'essai clinique. Et donc, pour ma part, je vais vous faire une présentation un peu sur le data management et sur la biomathématique. Et donc, dans le cadre de la COVID-19, et même je dirais bien au-delà de ça, on a eu à développer une plateforme qu'on appelle Teranga. Et c'est une plateforme digitale qui nous a permis de recueillir des informations à temps réel, que ce soit au niveau de laboratoires, en collaboration avec la virologie, l'entomologie, d'autres structures, mais aussi à faire de la surveillance, notamment épidémiologique, en collaboration avec le ministère de la Santé, pour avoir, par exemple, les données à temps réel des patients qui déclarent certains symptômes. Et derrière, on élabore des algorithmes qui permettent de faire des détections à temps réel pour pouvoir cerner l'épidémie. Dès que ça démarre dans une zone, de pouvoir aller faire des investigations et le cibler. Et derrière, on utilise des algorithmes qu'on met en place. Et dès qu'il y a un seuil qui est atteint, on a un signal qui est déclenché. On fait aussi un petit peu de l'épidemic management, ça veut dire en temps réel quand il y a l'épidémie. Donc, il y a des opérateurs de saisie qui sont là. Les fiches nous arrivent en temps réel, on saisit en temps réel. En parallèle, on fait aussi de l'analyse de données pour recueillir, voir quelles sont les erreurs de saisie qu'on a pour corriger en temps réel, faire des scripts pour analyser les données et donner des résultats automatiquement sur le champ. Donc, ça aussi, ça rejoint le data analysis et le reporting. Le reporting, c'est un rapport qu'on aura de façon journalière ou hebdomadaire. Et là, on va partager avec soit le ministère de la Santé qui leur permet d'avoir un overview global de l'épidémie, comment ça évolue, mais aussi avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est juste pour vous donner une idée du dashboard Teranga qu'on a réalisé, qui nous permettait, par exemple, si notre directeur n'était pas là au moment de l'épidémie, par exemple des dengues, etc., qu'il est hors du pays, de pouvoir avoir sur son téléphone le suivi en temps réel de l'épidémie. Et donc ça, on le fait en collaboration avec le data management, les épidémiologues qui sont sur le terrain, le médecin et les data analysts qui travaillent tous en collaboration. Donc ça, c'est juste une idée de dashboard pour voir, par exemple, la répartition spatiale, voilà, la courbe épidémique et le géoréférencement des cas qui sont soit positifs, négatifs, et d'avoir aussi la répartition des symptômes, quels sont les symptômes que les patients déclarent le plus souvent. Voilà. Et donc là, je vais juste vous partager quelques analyses descriptives qu'on faisait dans le cadre de la pandémie de COVID-19 pour avoir des informations au jour le jour et pour pouvoir renseigner aux décideurs publics. Et donc ça, c'était juste pour vous donner une idée de la pandémie. On avait des courbes qui étaient dynamiques et qui évoluaient au fur et à mesure que la saisie se faisait dans la base de données. Ce qui nous intéressait le plus, c'était d'avoir le nombre de cas suspects contestés, le nombre de cas positifs, de voir le sexe ratio, l'âge, etc. Donc, tout un panoplie de paramètres que les décideurs veulent voir en place et qu'ils nous disent et qu'on mette dans les algorithmes et que ça soit mis à jour tous les jours et qu'ils puissent voir l'évolution de l'épidémie et pouvoir prendre des décisions. Donc ça, c'est une figure qu'on appelle le taux de reproduction de base qu'on fait en épidémiologie pour pouvoir suivre l'épidémie en temps réel. Donc là, je l'avais calculé pour le Sénégal et ça, c'est des formules mathématiques qu'on utilise derrière pour pouvoir calculer le taux de reproduction de base. Les épidémiologistes aussi l'utilisent très bien pour pouvoir avoir un état de l'épidémie. En rouge, en pointillé, vous pouvez le voir, c'est pour quand c'est stable, c'est rouge, ça veut dire que l'épidémie est stable. Si c'est en deçà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'épidémie. Et quand ça monte, ça veut dire que voilà, il y a l'épidémie qui démarre. Donc, c'est un paramètre très, très utilisé en épidémiologie. Et on l'avait mis en place dans le cadre de la COVID-19 dès la détection des premiers cas pour pouvoir suivre l'épidémie, comment ça évolue. Et donc, ça permettait de suivre l'épidémie au jour le jour et de voir, par exemple, quelles sont les mesures d'intervention que le gouvernement mettait en place et qui jouaient sur la baisse
de cette courbe de taux de reproduction de base, ou bien est-ce qu'il y avait un effet oui ou non. Et donc en rouge, j'ai matérialisé pour les flèches les mesures que le gouvernement avait imposées, et là on remarque que ça avait participé à faire chuter la courbe du taux de reproduction de base. Et donc, idem, il y avait des mesures de relâchement qui avaient été prises. Et après un bon bout de temps, donc, on remarquait qu'il y avait l'épidémie qui démarre. Donc, c'est comme ça qu'on avait mis en place ce système-là pour pouvoir le suivre en temps réel et pouvoir alerter dès les premiers moments que voilà, l'épidémie redémarre, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Donc là, c'est juste pour vous présenter une carte sur les taux d'attaque. C'est le nombre de ratios sur le nombre de cas positifs observés sur le total de la population. Donc ça, c'est très utilisé aussi en épidémiologie. Donc en fonction des vagues de contamination qu'on a eues, donc ça nous permettait de voir, par exemple, pour chaque période, quelles étaient les régions les plus touchées. Donc là, on remarque que pour la première vague, donc, les taux d'attaque étaient plus représentés au niveau de Dakar, à Ziguinchor, Kédougou aussi. Pour la deuxième vague, on voit que Matam n'était pas du tout touché, mais il y avait d'autres régions qui venaient, surtout le nord, Saint-Louis, Louga, donc qui étaient les plus touchés en plus de Dakar et de Kédougou. Donc pour la troisième vague, il y avait toutes les régions qui étaient touchées. Dakar sort du lot avec le plus important nombre de contaminations. Donc, et là, on voit qu'il y a Kaolack qui sort du lot, qui commence à devenir rouge, et Diourbel aussi. Et donc, ça nous permettait de voir en temps réel quelles sont les régions qui sont touchées un à un et comment évoluer les taux de contamination, le nombre de contaminations, etc. Et ça nous permettait d'anticiper sur telle région, il faut mettre là-bas des labos mobiles pour aller investiguer à temps réel et voilà, essayer de limiter la pandémie au jour le jour. On a aussi eu à suivre les chaînes de transmission des cas de Covid-19. Donc là, c'est juste pour vous représenter, le début et la fin de chaque chaîne de transmission. Et donc là, on a eu globalement à répertorier plus de 2000 chaînes de transmission. Et donc, voilà, actuellement, toutes les chaînes sont éteintes. Donc, on les suit au jour le jour à temps réel. On lance les algorithmes au jour le jour. Et actuellement, toutes les chaînes sont éteintes. Donc là, quand on avait fait la dernière mise à jour, c'était 14. Et donc, on avait remarqué qu'il y avait des chaînes qui quittaient une région et qui partaient sur d'autres régions. Il y en avait 8% de ces chaînes. Mais la plupart des chaînes étaient concentrées dans les régions à Dakar, etc. Donc, mais il y avait quand même des chaînes qui partaient d'une région à une autre. Et donc là, les chaînes étaient globalement réparties, concentrées au niveau de Dakar, où la pandémie était vraiment la plus concentrée dans la région de Dakar. Donc toutes les chaînes de transmission qu'on avait retracées, c'était au niveau de Dakar pratiquement. Donc pour les autres, il y a d'autres régions comme Diourbel, Kolda, etc. Mais Dakar prend vraiment le lot de contamination les plus élevés. Et donc pour les chaînes de transmission, il y avait des chaînes qui duraient vraiment très longues, des chaînes qui étaient vraiment très longues. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs générations de transmission. Donc ça aussi, on essayait de les suivre. Il y avait au jour le jour des interviews avec les patients et l'équipe de data management qui était là, qui renseignait sur les patients, qui est-ce qu'ils ont contaminé, etc., pour pouvoir reconstruire ces chaînes de transmission. Ça nous permettait d'informer les décideurs qu'il y a vraiment des chaînes qui sont incontrôlables et qu'il fallait vraiment essayer de mettre quelque chose, des mesures en place pour pouvoir cerner ces clusters-là. Et en gros, on avait répertorié qu'il y avait plus de 7 niveaux de génération de contamination qu'on avait. Et donc, il y avait des chaînes vraiment qui étaient très, très longues et difficiles à contrôler parce que les gens bougeaient beaucoup d'une région à une autre, etc. Et donc là, c'est juste pour vous donner une idée des chaînes de transmission, comment je les avais construites. Et donc, les chaînes, on note les débuts et la fin de chaque chaîne. Donc ici, par exemple, pour ce cluster-là, a duré 72 jours.
Ce cluster n'est plus actif, elle est éteinte parce qu'il n'y a plus de contamination qui viennent de ces gens déjà contaminés. Et donc, il y a eu plus de 200 personnes qui sont impliquées dans ce cluster, mais dont les 19 ont été positifs à la COVID-19. Et donc, il y a plusieurs régions qui ont été affectées, donc Dakar, Saint-Louis, et il y a plusieurs districts sanitaires qui ont été touchés. Et donc, sur cette chaîne-là, il y avait vraiment beaucoup plus de femmes que d'hommes, avec le sexe ratio de 0,88. Et donc là, c'est pour vous donner une idée des chaînes à degré 6 jusqu'à 6 niveaux de contamination. Donc, ils sont répertoriés comme ça. Donc, ça, c'est des idées de clusters qu'on a répertoriés. Il y a des chaînes de niveau 7, 5, 4, etc. Mais ça, c'est juste pour vous donner un exemple des chaînes de degré 6. Et donc, l'économie de ces travaux-là, nous les avons rassemblés dans un dashboard qu'on a utilisé, sur lesquels on a travaillé, on a mis l'ensemble de ces résultats-là et de ces scripts sur une plateforme AirShiny. Donc, on a utilisé AirShiny avec R. On a mis tous nos scripts et on a développé un dashboard qui nous permettait de ne plus toucher aux scripts, de ne rien faire. Et on relance les scripts au fur et à mesure pour voir l'évolution en temps réel de la pandémie. Et donc, ça nous faisait gagner vraiment un temps fou. On pouvait passer à autre chose, faire d'autres types d'analyses, plutôt que de relancer toujours nos scripts, etc. Donc, le dashboard Shiny a vraiment été utile et on l'a mis en place avec, sur le serveur Pasteur et qu'à travers ce serveur-là, sur ce lien, les personnes peuvent se connecter pour voir l'épidémie en temps réel, comment évoluent les différents paramètres qu'on va étudier. Et donc, je vous avais dit tantôt que ça nous avait fait gagner un temps fou. Après, on est parti sur l'étude de la modélisation mathématique de ces données au Sénégal. Et donc, pour la modélisation, on avait, voilà, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait utilisé des modèles dynamiques de type SEIR pour voir, par exemple, comment évolue le comportement des infectés vers des susceptibles, les populations qui sont susceptibles d'attraper la maladie vers les infectés, et les infectés vers ceux qui sont hospitalisés, ceux qui nécessitent un traitement, etc., etc. Donc, il y avait pas mal de discussions autour de ces modèles-là, et donc les compartiments étaient choisis en collaboration avec les médecins, en collaboration avec les épidémiologistes, les mathématiciens. Nous, on mettait en place le diagramme et on le traduisait en système d'équation différentielle pour pouvoir résoudre et trouver certains paramètres. Et donc ça, ce sont les paramètres des équations, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ça, c'est une idée des exemples de quelques formules mathématiques qu'on a mises en place pour traduire ces diagrammes en système d'équation différentielle et les transcrire sous un langage compréhensible et pouvoir sortir quelques paramètres et les étudier, les suivre. Et donc, ce modèle-là nous a permis de suivre l'épidémie en temps réel et de pouvoir faire des prédictions. Et donc, le modèle, quand on l'avait fait en point noir, ce sont les données réelles qu'on a observées au niveau du Sénégal, les enregistrements qu'on a eus. Et donc, les courbes, ce sont les modèles. Donc, on lance le modèle. La première fois qu'on l'avait lancé, ici, c'était au mois de mai. On avait calibré le modèle jusqu'au mois de mai, là où s'arrêtent les points. Et après, on s'est dit, on veut voir l'évolution des modèles, comment est-ce que ça va évoluer dans 6 mois. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une nouvelle vague, etc., etc. Donc, sur cette base, on a rallongé la période encore de 6-7 mois et on a vu qu'il y a peut-être une potentielle 3e vague qui pouvait apparaître en fonction de ces données-là. Et donc, malheureusement, c'est ce qui est avéré vrai. Vous le voyez sur le graphique à droite. Et donc, on a mis les points sur la 3e vague. Malheureusement, ça s'est avéré vrai. Et après, le ministère a demandé encore à vouloir, à travers ce modèle, voir s'il y aurait une potentielle 4e vague pour pouvoir s'y prendre tôt et voir comment gérer avec son système de santé. On a relancé ce modèle en faisant plusieurs scénarios possibles. Parce que le modèle, une fois que c'est calibré, tu peux faire plusieurs scénarios, voir quel est l'effet de la vaccination, quel est l'effet de vacciner tel pourcentage de la population, faire des prédictions, etc. Et donc là, on a relancé le modèle en je me rappelle, c'était en fin septembre. Et donc là, en faisant des scénarios, si par exemple, il pouvait y avoir un variant qui apparaît, hormis le variant Delta, de niveau de transmissibilité par exemple de 10%,
plus transmissible que le Delta, etc. On avait fait plusieurs scénarios possibles et on s'est rendu compte que voilà, l'apparition d'une nouvelle vague, d'un nouveau variant avec un niveau de transmissibilité plus important que celui d'un variant précédent pouvait déclencher une nouvelle vague. Et c'est comme ça que la 4e vague a été prédite. Et malheureusement, ça s'est avéré vrai fin décembre, janvier. Donc, on a utilisé ce modèle aussi pour faire plusieurs scénarios possibles, pour voir par exemple, parce qu'on s'était dit, mettre les mesures restrictives tout le temps et vacciner la population va être très très lourde. Donc les gens peuvent ne pas suivre. Et donc, quelles étaient par exemple les périodes les plus optimales pour relâcher les mesures restrictives? Donc, on a fait plusieurs scénarios possibles. Donc, en bleu, ça veut dire qu'on ne faisait rien. Donc, on maintenait les mesures et voilà. Et donc, il y a plusieurs scénarios qu'on avait fait. Ça, c'était au mois de mai quand on relançait le modèle mai de l'année dernière. Et donc, on avait vu qu'à chaque fois, le meilleur moment de relancer, de relâcher les mesures restrictives, c'était à la sortie, tout juste à la sortie d'un pic épidémique. Donc, c'est ce que représente la courbe en rouge. Mais il ne fallait pas tenir les mesures très longtemps parce qu'après, voilà, les gens vont se relâcher, ils vont reprendre leurs habitudes. Et donc, ça, on l'avait fait... ici, c'était sur les données, les cas journaliers, et ça aussi, c'était sur les données de mortalité. Et donc, c'est toujours la courbe rouge qui vient en tête. Et donc, ça aussi, c'est sur les vaccinations, les stratégies de vaccination. On s'était dit, donc, vu que nous, on est dans un pays où on a des ressources vraiment très limitées en termes de vaccination, on ne peut pas acheter les vaccins. Pour les conserver aussi, ça va poser, ça va demander un certain nombre de logistiques, etc., etc. Et donc, comment est-ce que nous, on peut optimiser nos doses de vaccins qu'on a? Comment est-ce qu'on peut, en fonction des doses de vaccins qu'on a reçues de l'initiative COVAX, comment l'utiliser de façon optimale tout en protégeant un plus large nombre de populations qu'on a. Et donc, on s'est dit qu'on va étudier ces scénarios-là à travers le modèle déjà élaboré. Et donc, on s'est dit que, donc, en bleu, donc, on vaccine, il n'y avait pas de vaccination, donc voilà, donc les courbes démarrent. C'est plus élevé que les courbes où il y a vaccination en vert, rouge et bleu. Et donc, quand on vaccine, on voit que ça réduit un petit peu les taux d'infectés, aussi bien les taux de mortalité. Mais si on vaccine, par exemple, que les personnes les plus à risque, ça veut dire les personnes âgées et ayant des comorbidités, on les vaccine à tel pourcentage, 20%. On vaccine aussi que les jeunes et on vaccine aussi toute la population. Quelles seraient les tendances qui allaient se dégager? Et en fonction de ça, on a vu que donc, vacciner les jeunes, vacciner uniquement que les jeunes, ça ferait remonter le taux de mortalité qu'on a observé ici chez les personnes âgées. Et donc, on a dit que ça, c'est peut-être pas la meilleure option parce que le taux de décès allait redémarrer. Donc, il fallait vacciner et les jeunes et les vieux. Donc, il faut vacciner tout le monde. Et donc, nous, on avait pris les tranches d'âge de 5 à les jeunes et tout le monde. Donc, il n'y avait pas de mesures pour dire uniquement les vieux et tout. Et après, au sortir de ça, le ministère a étendu sa stratégie de vaccination, non seulement sur les personnes ciblées, mais sur une plus large population. Et donc, l'économie de ces travaux ont été publiés. On fait l'objet d'une publication dans BMG Global Health. Je pourrais vous partager cet article. Et donc, là, c'est juste pour vous montrer qu'on fait aussi de l'enseignement en collaboration avec d'autres universités, d'autres partenaires externes, non seulement au niveau du Sénégal, mais dans beaucoup d'autres pays. Et ici, c'est en collaboration avec des cours sur NGS, Statistics Data Analysis, qu'on avait fait à EMS-Mbour. Et donc, c'était pour former les gens sur le séquençage, la génomique et l'analyse de données. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci à Madame Mariam Diawara. Merci beaucoup. Qui dit bioinformatique ou biomathématique. On a tous constaté que
toutes les explications qu'il y a à faire sont faites à la base des mathématiques. Et donc, pour l'importance de la biomathématique. On a tendance à utiliser la bioinformatique au dépend de la biomathématique. Mais je crois que ce n'est pas évident. Parce que tous les deux ont des pères. Donc, il faut comprendre qui est biopère, qui est biomathématique. Je vous remercie que je dis. En tout cas, merci pour la disponibilité. Chers étudiants, chers camarades, chers collègues, donc je me prénomme Daouda Seledjei, donc ancien étudiant de la bioinformatique, biomathématique, je pense que c'était la promo de 2016, donc nous, Khadim et autres, donc voilà, donc le projet que je vais vous présenter tout de suite donc, porte sur l'application donc, de l'intelligence artificielle à l'imagerie médicale. Donc, c'est une des problématiques donc, que j'ai discuté avec M. Mboup. Donc, nous avons travaillé sur le projet donc, et nous avons essayé, surtout, donc, on discutait donc, sur l'apport que l'intelligence artificielle peut avoir par rapport à la bioinformatique. Donc, on était sur la recherche de problématiques. Donc, et d'un coup, bon, on a juste commencé à éplucher, par exemple, des problématiques. Donc, finalement, on s'est décidé sur les maladies pulmonaires, c'est-à-dire la COVID-19, tuberculose et pneumonie. Donc, et on va commencer la présentation. Donc, voilà. Donc, ce travail-là donc, est issu donc, d'un article qu'on a rédigé ensemble, le professeur Mboup et moi. Donc, c'est juste en fait un résumé en fait, de ce qu'on a fait sur l'article. Donc, pour commencer, donc, nous allons définir d'abord ce qu'on appelle maladie respiratoire. Pour ne pas trop lire, donc une maladie respiratoire, donc, ce sont des ensembles de maladies qui affectent les poumons, donc, par exemple les voies respiratoires. Donc, nous avons choisi donc, la tuberculose, la COVID-19 et la pneumonie qui sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes. Donc, la COVID-19 donc, a été causée par le coronavirus, donc SARS-CoV-2 que nous connaissons tous, qui affecte, qui touche principalement tout le monde et qui, bon, ça présente généralement peu de symptômes quand on est touché, mais que chez certaines personnes, donc ça peut, par exemple, chez certaines personnes vulnérables, par exemple, donc, la maladie peut être très grave. Donc, par exemple, un peu de coup de soleil, mais bon, que la maladie donc, peut être dangereuse, par exemple, pour les personnes qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire maladies cardiovasculaires, diabète et maladies respiratoires, comme d'autres maladies respiratoires et des diabètes et cancers, etc. Donc, environ 15% des cas donc, sont touchés par le Covid. Donc, cela signifie que, voilà, que chez certaines, environ 5% donc, présentent une situation critique qui ont besoin d'un ventilo. Donc, et en février 2022, on a noté presque 400 millions de cas et 5 millions de décès liés au Covid. La tuberculose aussi, dans notre cas, donc, causée par le mycobacterium, donc, touche aussi donc, 8 millions de personnes donc, et 2 millions de décès par an. La pneumonie aussi, qui est une infection pulmonaire aussi, causée par des bactéries, des virus, donc, ou des champignons donc, qui peuvent toucher aussi les alvéoles, les poumons, en provoquant un épanchement pleural. Donc, elle représente environ 15% des décès chez les moins de 5 ans. Donc, pour résumer donc, notre problématique, donc, nous avons
des maladies pulmonaires qui touchent beaucoup de personnes et tuent beaucoup de personnes. Donc à partir de cela, à partir de cette problématique-là, M. Adam Mboup et moi, nous avons essayé de retrouver les données et de proposer un modèle basé sur le deep learning qui nous permettra de faire un diagnostic précoce de ces maladies-là, afin pour réduire l'impact de ces maladies-là dans notre société et causer moins de décès. Donc, pour définir la radiographie pulmonaire ou CXR ou chest X-ray, c'est une technique d'imagerie médicale qui date de très longtemps. Donc, environ, ça doit faire plus de 50 ans, voilà, depuis le début de la première radiographie. Ça nous permet d'identifier des anomalies pulmonaires, malgré sa faible spécificité et son interprétation difficile, parce que c'est pas aussi aisé de diagnostiquer des maladies à partir simplement d'imagerie médicale. Peut-être certains médecins peuvent mettre environ 30 minutes, d'autres à 1 heure de temps juste pour examiner une image médicale. Donc cet article présente un modèle de prédiction de Covid-19, de pneumonie, de tuberculose basé sur des images radiographiques. Basé sur des images radiographiques, notre modèle de deep learning est composé de réseaux de neurones convolutifs, d'images de personnes normales, d'images de personnes malades et normales. Afin de faire de l'aide au diagnostic, ce qu'on appelle computer aid diagnostic, pour assister le médecin à son diagnostic. Des outils d'apprentissage, comme le collègue avait parlé tout à l'heure, ce sont des modèles d'apprentissage basés sur le deep learning qu'on va utiliser ici. Par exemple, ici, ce sont des packages comme TensorFlow ou Keras, qui sont des librairies qui comportent des algorithmes d'apprentissage qu'on va utiliser pour construire notre modèle. À la fin, nous avons obtenu un modèle qui a une précision de 80%, c'est des images tests, ce qui est plutôt intéressant. On va avancer sur les modèles, sur les matériels et méthodes. Le système qu'on a proposé comporte environ 7000 ans, 7135 échantillons d'images, c'est-à-dire des individus, des patients, ce sont des radiographies de patients normaux, de patients atteints de la tuberculose, de patients atteints de la pneumonie. On va utiliser pour construire notre modèle. Voilà. Comme tout algorithme de deep learning, le processus d'apprentissage va être contenu en presque 3 phases. Nous aurons 2 phases. Nous aurons une phase d'apprentissage et une phase de test. On aura une phase de validation qui est qu'on peut définir aussi comme une phase test, parce que ce qu'on va faire d'abord, c'est tester nos images. On va tester notre modèle sur des images de validation avant de les déployer sur des images test, qui sont des images que notre modèle n'a pas encore vues. C'est un peu ça. À l'entrée, chaque image, nous aurons des images de taille 250 x 250 pixels de cas de Covid, de pneumonie et de tuberculose. Ensuite, nous aurons 3 couches. On va visualiser tout de suite le modèle. On a 3 couches de convolution. Ce qu'on appelle convolution en informatique, c'est un peu du biomimétisme. C'est-à-dire on va s'inspirer on va s'inspirer, par exemple,
de nos yeux, par exemple, le processus, c'est-à-dire comment je peux le dire, c'est-à-dire comment nous regardons, par exemple, les images, c'est-à-dire qu'on va essayer d'implémenter de la même sorte que l'ordinateur puisse aussi voir, reconnaître aussi des images. Par exemple, donc, on aura 3 couches de convolution de 32 filtres. Ce que le filtre va faire, par exemple, le filtre il va parcourir l'image pixel par pixel, donc de pixel en pixel, donc pour essayer de reconnaître des formes. Par exemple, si on a une image normale, si on a une image de tuberculose, par exemple, l'algorithme, ce qu'il va faire, il va parcourir chaque image et dire, à partir de cette conformation-là, on peut dire que cet individu-là, il est tuberculeux. À partir de cette, par exemple, c'est-à-dire de la formation du poumon, on peut dire que cet individu-là, il a un poumon normal, ou l'autre individu a un poumon, par exemple, une pneumonie, ou l'autre qui présente la COVID-19. Donc, ces images-là, donc, pour ne pas trop compliquer, donc c'est seulement du texte, mais ce sont des opérations mathématiques. Donc, peut-être, bon, si les étudiants qui seront intéressés, donc on peut en rediscuter, mais ce sont des opérations mathématiques donc, qui sont implémentées ici. Donc, ici, on a une technique de régularisation de dropout. Donc, le dropout, ce qu'il va faire, donc, c'est notre réseau de neurones, par exemple. Le dropout, ce qu'il va faire, c'est dire quels sont les neurones, par exemple, de notre couche qui sont les plus importants et quels sont les neurones qui ne sont pas. Et le dropout, ce qu'il va faire, c'est enlever, par exemple, ou désactiver les neurones qui ne sont pas importants et seulement se concentrer sur les neurones qui sont importants et faciliter donc, notre apprentissage et réduire le temps de calcul. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des hyperparamètres. Donc, on a un taux d'apprentissage à 0,0001. Donc, on va choisir un optimiseur donc, qui adapte donc, et spécifier les nombres d'époques. Tout ça, donc, ce sont des hyperparamètres. Donc, ce sont des hyperparamètres qu'on va utiliser pour construire notre modèle. Donc, le modèle donc, a été exécuté donc, sur Windows 8.1 donc, sans GPU. Donc, avec Keras et Python donc, qui ont été utilisés. Donc, voilà. Ça, c'est un peu donc, l'architecture de notre modèle. Donc, ici, en haut, donc, nous avons la taille de notre image. Donc, on a ici, donc, par exemple, la taille de l'image est en train de décroître. Donc, ce qui m'explique, donc, ces processus-là qu'on appelle pooling, donc, qui vont récupérer donc, les informations qui sont intéressantes dans chaque image. Et à partir de cela, donc, on peut construire donc, notre modèle. Donc ici, on voit aussi nos 3 couches de convolution. Donc ici, flatten, donc c'est l'aplatissement de notre modèle en réseau de neurones. Donc ici, le dropout qui va enlever tous les neurones, par exemple, qui ne sont pas importants. Et ce dense-là, c'est le réseau de neurones qu'on va obtenir. Donc ici, environ, on a 200 000 paramètres, 287 000 paramètres qui seront utilisés pour entraîner notre modèle. Donc, pour définir donc ce qu'on appelle en anglais métriques, donc ces métriques-là vont nous permettre d'évaluer notre modèle. Donc, nous avons ici l'accuracy, donc la précision, le rappel et le score F1, donc, qui seront utilisés donc, pour évaluer notre modèle de deep learning. Donc tout ça, donc, ce sont des formules. Ce sont des formules donc, mathématiques qu'on va utiliser ici. Donc TP, true positif, true négatif, etc. Donc tout ce qui est F, c'est false négatif. Donc vrai positif et vrai négatif. Donc à partir de ces méthodes-là, donc nous allons construire notre modèle.
Donc, nous allons directement au résultat. Donc, voilà. En fait, pour mieux expliquer la notion de vrai positif et de vrai négatif, de faux positif et de faux négatif, donc, on va utiliser donc, cette matrice de confusion-là. Donc, ici, par exemple, on a actual Covid et prédicted Covid, c'est-à-dire ce sont des images que notre algorithme-là a prédit qui sont Covid-19 et qui présentent actuellement le Covid-19. Par exemple, pour définir un faux positif, le faux positif, c'est l'individu, par exemple, que l'algorithme a prédit qu'il présente le Covid-19 alors qu'il ne l'a pas. Par exemple, ici, on a prédit quelque Covid. Ça, c'est notre très positif. Et tout ça, ce seront des faux positifs. Donc ici, donc, on peut repartir cette confusion-là. Donc on peut dire que par exemple sur le Covid, sur le Covid, donc 94 images ici, donc 28 donc, ont été prévues normales et qui présentaient le Covid, 2 présentent une pneumonie alors qu'ils ont le Covid et 1 qui a été prévu du Covid alors qu'il a le tuberculose. Donc c'est un peu ça donc notre matrice de confusion donc qui est assez intéressant. Mais on peut noter ici par exemple que les prévus normales et les prévus pneumonies, donc on a notre algorithme ici par exemple il a fait beaucoup d'erreurs par exemple sur la pneumonie parce qu'on a ici presque plus de 300 qui ont été faits de pneumonie alors que c'est des individus normaux. Donc tout ça, donc, pour y pallier par exemple, on pourra utiliser plus de paramètres pour améliorer notre modèle. Donc ça ce sont les métriques qu'on a utilisées. Ici donc on a une prévision de 0,83, on rappelle à 0,89 et on score F1 à 0,86. Donc c'est assez intéressant, mais c'est encore peu suffisant parce que dans le monde médical, on essaie de viser donc des précisions supérieures à 95%. Mais tout ça, donc, on pourra y pallier donc, en améliorant donc, notre modèle. Donc 80%, donc, c'est assez intéressant parce que donc, le temps d'apprentissage tourne environ autour d'une heure de temps. Donc si on complexifie encore plus notre modèle, donc, on aura des résultats encore plus encourageants. Donc voilà donc, nos courbes d'apprentissage. Ici, on a l'accuracy et le loss. Donc, pour mieux vous expliquer, donc ici, ça c'est le temps d'apprentissage. Donc, ici, donc, notre modèle, ici, c'est le début de l'apprentissage. Donc, on a ici qu'à chaque fois, plus on entraîne notre modèle, donc, plus l'accuracy augmente. C'est-à-dire plus notre modèle est en capacité, donc plus en capacité de prédire les maladies. Donc ici, notre accuracy donc va toutes les images à 95, à 95-96%, donc sur les données d'entraînement. Donc sur la validation, donc on est au-dessus on est un peu en dessous de 90%. Donc notre loss en contrario, donc c'est comment dire. Je pense que je vous avais mis en relation avec lui. Sûrement, il vous a également, en tout cas, donné quelques conseils. Voilà, donc je ne vais pas être long. Je vous remercie, je vous encourage. Voilà, nous, on est là au niveau de la fac en tant qu'enseignant vacataire depuis des années. Je suis ouvert, vous êtes mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Voilà, on est là pour partager notre expérience, mais aussi pour apprendre de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. Le Covid a montré que vraiment, il y a beaucoup de données qui doivent être analysées, surtout dans nos services d'urgence.
nos laboratoires, il y a des données qui dorment et qui doivent être analysées et qui ne le sont pas encore. Et je pense que si tout le monde y met du sien, cela sera fait en partie, parce que ce ne sera jamais possible de le faire complètement. Donc la somme de connaissances qu'il est possible d'acquérir via ces données est inimaginable même. Et via les nouvelles technologies, je pense qu'avec ce défi sera grandement relevé. Vous avez eu à faire des visites, je pense, à l'IRSEF et à l'Institut Pasteur. Et cela vous a donné des idées et des projets de mémoire aussi. Moi-même, je dois choisir un sujet de mémoire, donc ce sera l'occasion. J'ai raté les premières présentations, mais déjà là, je commence à avoir des idées sur quoi faire exactement, quoi. Ça va. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est vraiment honorés de votre présence. C'est Abdourahmane Ndiaye. Abdourahmane Ndiaye. Biguelo. Biguelo est là. Elle arrive. njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex na fi wala location moo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ci na mu gën a gaawee tubaar fakal mettre la en rapport ak sunu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko defee ñu ñëw sa biir kër daal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu leer nañ ak ay vidéo